c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business. RLP Business, l'émission sur l'activité économique, l'entreprise en Périgord et ailleurs. Un nouveau direct depuis nos studios de Coulommiers-Chamiers avec une journée aujourd'hui à 30 degrés. Là, ça nous changera des 12 d'hier. Les cèpes vont pousser, c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, nous allons parler tourisme, nous allons parler économie, nous allons parler résultats de la saison touristique. C'est important parce que la Dordogne est un département phare dans les nuitées, dans le tourisme, dans l'accueil, les métiers de bouche et autres. Et nous avons beaucoup d'indépendants, de familles, de structures qui dépendent de cette activité. On a entendu tout et n'importe quoi durant l'été. Je voulais savoir, je suis donc allé voir la personne à qui il fallait demander. Christophe Gravier, bonjour. Bonjour. Alors, Christophe Gravier est directeur du comité départemental de tourisme de la Dordogne, le CDDT pour les spécialistes, depuis 13 ans. Le CDDT qui est en charge pour les divers organismes publics de rassembler les diverses statistiques et les indicateurs économiques de notre département. C'est bien cela ? Absolument. C'est une des missions, effectivement, dans le cadre du pôle ingénierie. On est le bras armé du département, donc pour la promotion de la Dordogne en France et à l'international. Et bien sûr, on produit pour le compte du département de la Dordogne un tableau de bord économique qui permet aux élus des communautés de communes, des agglomérations, mais aussi aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets de pouvoir disposer de l'ensemble des indicateurs économiques de la saison, et ce depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Alors, cet été, on a vu passer sur Internet, il y a eu un vent de panique disant « ça y est, nous allons tous mourir, ils ne sont pas venus ». On voyait des plages désertes. Quand on allait au restaurant à Sarlat, ils étaient crispés, ils nous disaient « mon Dieu, ça n'a pas démarré » et autres. Alors, quelle est la réalité, M. Gravier ? Le tourisme en Périgord, cet été, ça a marché, il y a eu du chiffre, ils sont venus, on va pouvoir tenir. Dites-nous tout. Alors, ce qui est intéressant justement dans le fait d'avoir un observatoire, c'est que sans se focaliser sur l'année concernée, on a une vision globale sur plusieurs années. Donc, dans on voit les tendances, les commentaires que je vous ferai, effectivement, je comparais effectivement les résultats de la saison 2025 à celle de 2019 avant Covid. Globalement, on a eu un printemps assez qualitatif en termes de fréquentation, qui a tiré la fréquentation avec des arrivées en hausse sur les 6 premiers mois de l'année jusqu'au mois de juin. Le mois de juillet et le mois d'août, effectivement, sont en recul par rapport à 2024, sachant que nous avons eu 2-3 années exceptionnelles sur le plan touristique, post-Covid, 2022, 23 et 24. Donc c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'années de rééquilibrage, puisque effectivement 2025, à ce jour, à fin août, on est sur à peu près 8 millions de nuitées générées sur la période de juillet-août en Dordogne, dans les hébergements marchands et non marchands, avec une baisse de 4% des nuitées par rapport à 2024, les nuitées estivales. Et cette baisse, elle est majoritairement due à une baisse de la fréquentation des étrangers, puisque on est sur une baisse de 7% des nuitées étrangères sur juillet-août. Après, il faut toujours relativiser quand on parle de chiffres, et on peut effectivement leur faire dire beaucoup de choses et pas grand-chose. Il faut savoir qu'en Dordogne, on est sur une destination, une marque touristique, mais destination tourisme de 4 saisons, et qu'aujourd'hui, juillet-août ne représente et ne pèse pas plus que 43% du total de l'activité. D'où l'enjeu, effectivement, de travailler les ailes de saison. Donc, on aurait du mal aujourd'hui, à fin août, début septembre, à donner un bilan éclairé ou qualitatif de la saison, puisqu'il faudra attendre le mois de décembre, compte tenu qu'on est sur véritablement 2 avant-saisons, le printemps, avant-saison, le printemps, les ailes de saison, et puis l'automne, et la haute saison, mais qui, encore une fois, ne pèse plus que 42%. Et oui, parce que n'oublions pas que dans les nuitées, il y a aussi tous les gîtes, que eux, les gîtes font aussi. Vous les comptez, vous comptabilisez aussi les gîtes? Oui, tout à fait. Alors, pour répondre il y a 7500 meublés de tourisme dans le département, donc c'est effectivement une très grosse part de la capacité d'accueil en lit touristique. Bon, on a aussi 3000 chambres d'hôtes, et ces données, on les met en comparaison aux 180 hôtels que compte le département et les 244 campings. Donc aujourd'hui, effectivement, l'hôtellerie a plutôt bien marché. Alors on n'a pas des chiffres juillet-août puisqu'on est dépendant de l'INSEE, mais à fin juin, le bilan dans l'hôtellerie était
est plutôt positif, notamment grâce à la fréquentation étrangère. Mais par contre, la plus grosse progression, et c'est le cas depuis plus d'une dizaine d'années, depuis l'arrivée et l'explosion de plateformes comme Airbnb, on est sur plus 5% de nuitées aujourd'hui et de chiffre d'affaires généré par la location des meublés de tourisme, que ce soit donc en structure privée ou publique. Alors, sachant que Airbnb, la conversation des meublés donc, dont on vient de parler, ça représente plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le département de la Dordogne, simplement par le biais de cette plateforme que je viens de noter. Donc l'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est d'analyser l'évolution effectivement des modes de consommation, hôtellerie de plein air, meublé tourisme, chambre d'hôtes, en lien avec l'évolution des attentes de la clientèle. Et c'est aussi un des enjeux de l'Observatoire d'apporter des éléments d'expertise, d'analyse, d'évolution, des comportements, des attentes de la clientèle pour aider les opérateurs à s'adapter à ces évolutions dans un mode hyper concurrentiel où effectivement, même si on a le plus beau département du monde, l'offre la plus exceptionnelle, on a des concurrents qui sont de sérieux concurrents. D'accord. Donc, moins 4%, ce n'est pas un désastre du tout. Non, pas du tout. Surtout que, généralement, nous avons des arrière-saisons de qualité, ici en Dordogne, avec, voilà. Par contre, la petite surprise, vous m'indiquiez, c'était que il y a eu un petit peu moins d'étrangers. Alors, c'est vrai qu'on va passer beaucoup d'anglais, beaucoup de hollandais. Ah, anglais. Des séquelles du Brexit, peut-être Alors, non. En fait, dans l'analyse du top 5 des marchés étrangers, alors effectivement, en volume de nuitées, c'est les Pays-Bas, c'est 840 000 nuitées à l'échelle départementale. Ce sont les Néerlandais qui ont le plus baissé, puisqu'on est sur une baisse de 16% des nuitées. Par contre, le Royaume-Uni, 810 000 nuitées, a bien tenu effectivement la saison, puisqu'on est sur une progression de 1,2% du nombre de nuitées à l'échelle départementale. Donc on a une reprise effectivement du Royaume-Uni de par effectivement la présence de l'aéroport de Bergerac et ses nombreuses liaisons bien sûr en direction de l'Angleterre, du UK, mais aussi les destinations Belgique et Pays-Bas. Donc c'est plutôt les Néerlandais cette année qui ont manqué, et notamment en hôtellerie de plein air où on a effectivement plutôt le sentiment que la saison a été assez mitigée en termes de volume de nuitées. Mais encore une fois, c'est un rééquilibrage par rapport à 2019. Et comme je le disais, malgré cette baisse, on est encore à plus de 5 points au-dessus des nuitées françaises générées donc, en 2019. Donc pas de catastrophisme, c'est un rééquilibrage, effectivement, un réatterrissage, tenant compte effectivement aussi de la météo, parce qu'on a des clientèles de plus en plus météo sensibles. Il fait beau, ils viennent, canicule, ils annulent ou ils changent de destination. Il pleut, ils réfléchissent aussi à choisir d'autres opportunités. Et puis crise politique malgré tout, depuis 2 ans, l'inflation, et puis le pouvoir d'achat qui reste un vrai sujet, avec peut-être effectivement, alors pour répondre plus précisément sur les dépenses de consommation, sur la restauration, je pense que s'il y a un secteur qui a du mal effectivement depuis 4-5 ans maintenant, c'est bien la restauration, qui souffre effectivement de cette baisse de pouvoir d'achat ou de ce changement de comportement en matière d'achat périphérique à l'hébergement et aux activités, notamment les visites de sites. Oui, c'est la question que je vais vous poser. Ils sont venus, donc ils ont dormi, mais est-ce qu'ils ont mangé ? Alors ça, on n'a pas d'indicateur aujourd'hui, sinon effectivement le ressenti ou le retour des professionnels. Par contre, malgré cette baisse de nuitées qu'on évoque, encore une fois, qui est un réatterrissage ou un rééquilibrage par rapport à 2019, si on pourra avoir demandé les retours et l'analyse des grands gestionnaires de sites touristiques, que ce soit les grands châteaux, gestionnaires de grottes ou de grands jardins, on est sur une saison à plus 1, voire plus 2 chiffres. Donc peut-être qu'ils ont moins mangé, qu'ils ont changé leur mode de consommation. Peut-être c'est un repas ou un déjeuner ou un dîner, mais plus les deux comme c'était le cas avant. Et peut-être qu'effectivement aussi pour des questions alimentaires, les gens changent leur mode de consommation alimentaire. Mais il n'y a pas de, je pense que c'est plus le pouvoir d'achat aujourd'hui qui a impacté et puis donc, qui génère donc des arbitrages. Je pense plutôt effectivement sur la restauration que sur l'hébergement ou sur la visite de site, qui sont tous assez voire très satisfaits de la fréquentation de cette saison touristique 2025. D'accord, donc les sites touristiques
qui prennent des visiteurs avec une billetterie, eux sont satisfaits de leur saison. Absolument, tout à fait. C'est une bonne nouvelle, ça, déjà. Absolument. Et ils ont su notamment s'adapter aux évolutions. Alors, on disait des attentes de la clientèle, mais aussi des évolutions du changement climatique ou de la météo, et notamment les canicules qu'on connaît depuis de nombreuses années, en créant notamment des nocturnes. Et en fait, on voit le succès aujourd'hui des nocturnes, donc soit des spectacles, des concerts, des visites guidées, théâtralisées, commentées, qui répondent véritablement aux attentes de la clientèle et qui sont très satisfaites du développement de cette nouvelle offre touristique à l'échelle du département, en complément des visites classiques que l'on peut faire dans les châteaux, les grottes, les jardins remarquables du département durant la journée. Alors, le Périgord, c'est vaste. Il y a 4 Périgords différents. Ont-ils tous fonctionné de la même manière là, durant la saison, ou est-ce que certains s'en sont mieux sortis que d'autres? Alors, semble-t-il, le Périgord vert aurait été le plus résilient en termes de baisse de nuitée, puisque la totalité des 4 Périgords ont vu une baisse de leur nuitée. Sur le Périgord vert, on est sur une baisse estimée de 2,5% du nombre de nuitées. Plus résilient, parce qu'aussi les marchés, on va dire, émetteurs de clientèle pour la Dordogne ont évolué. Depuis la fin de la Covid, la deuxième région émettrice de clientèle pour la Dordogne, après l'Île-de-France, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, le Périgord vert et une partie du Périgord blanc ont effectivement cette chance d'être assez proche, effectivement, de la Gironde, d'un grand bassin émetteur de clientèle, notamment pour les week-ends ou pour les courts séjours ou pour les excursionnistes à la journée. C'est le Périgord vert qui s'en est le mieux tiré, semble-t-il. Plus résilient, porté par la proximité donc d'une grande métropole, et puis surtout peut-être un bon rapport qualité-prix en termes de meublé, en termes d'hôtellerie ou de camping avec de vastes espaces et une offre adaptée peut-être à une partie de la typologie de la clientèle que reçoit la Dordogne. D'accord. Sarlat, par contre, a un peu plus souffert, j'ai cru comprendre. Alors, Sarlat, plus sur la clientèle française, mais c'est la commune qui a le mieux résisté en termes de nuitées étrangères, parce que c'est sur le Sarlat que la baisse des nuitées étrangères est la plus faible, ce qui est une particularité, puisque sinon, à l'échelle effectivement du Périgord noir... Ce sont des habitués. Des habitués. Je pense que ce sont des gens qui viennent régulièrement, et Sarlat, vraiment, il y a quelque chose qui se passe là-bas. C'est un aimant, c'est une locomotive. C'est un micro-phénomène, c'est un microclimat là-bas, bien sûr. Oui. Dont on a besoin effectivement à l'international en termes de promotion. Mais la baisse, voilà, c'est surtout... On va à Sarlat, c'est pro, les marchés nocturnes, les activités, les commerces de qualité. Enfin, franchement, ils ont mis en place quelque chose là-bas qui est magnifique. C'est une filière structurée, organisée, avec de vrais professionnels, et puis des commerçants aussi, effectivement, et des professionnels qui sont acquis à la cause et au poids que pèse effectivement le tourisme sur le Périgord noir, comme en Dordogne notamment, quoi. D'accord. Alors, j'ai des amis qui sont allés à Sarlat au camping et autres, et ils m'ont dit cette année, dis donc, c'est cher. Alors, est-ce que la restauration n'est pas un peu victime, quelque part, de la pression fiscale, du coût de la main-d'œuvre? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour avoir un bon repas, il faille payer autant, parce que peut-être que le prix peut justifier qu'il y ait une baisse de fréquentation quelque part? Vous l'avez analysé, ça ou Alors là, on n'a pas fait d'analyse spécifique sur l'évolution des prix de la restauration. Par contre, on sait que post-Covid, et depuis la fin du Covid, effectivement, en moyenne, notamment dans les meublés de tourisme, on a eu une explosion, une très forte progression des prix des meublés de location. On l'a ressenti aussi en hôtellerie de plein air. Donc oui, l'augmentation du prix moyen de l'hébergement en Périgord noir, elle est réelle. Et elle impacte aussi effectivement indirectement le choix de la destination. Et le chiffre, et le chiffre d'affaires. Et c'est plus cher. Et c'est vrai que notamment, je crois me souvenir que sur l'Ardèche et l'Ariège, l'avant-saison a été une très très belle avant-saison, y compris le mois de juillet. Et c'était un peu plus tendu, un peu plus compliqué en Dordogne. Donc il y a une vraie analyse, et ça on tire à la sonnette d'alarme. Enfin, Sylvie Chevalier, la présidente du comité départemental, qui est élue et vice-présidente au conseil départemental, tire la sonnette d'alarme depuis un certain nombre de temps en disant attention, même si nous avons une destination exceptionnelle et des prestations exceptionnelles, il y a une concurrence
et on ne peut pas augmenter les prix infiniment, ou alors il faut les justifier par une augmentation de la qualité de la prestation, de la qualité de l'offre, et ça c'est pas toujours effectivement une réalité constatée, notamment dans des grandes villes qui sont très attractives sur le plan touristique. Oui, mais il faut savoir proposer une omelette au cèpe, par exemple, à un prix raisonnable. Elle n'est pas Absolument. à 25 €, si Absolument. vous voulez. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Bon, écoutez, donc la saison pleine en tant que telle, finalement, on est au niveau avant Covid. Absolument. Même au-dessus encore d'avant le Covid, on a plus 5% de nuitées, période donc égale par rapport à la période de 2019. Donc rien de dramatique à ce stade. Et attendons encore une fois les vacances, effectivement. Enfin, déjà le mois de septembre, qui est une période assez propice, notamment pour le retour des Américains, des clientèles éloignées. Les retraités, les Hollandais, les personnes qui n'ont pas d'enfants. La saison chez nous va jusqu'à fin octobre. Jusqu'à fin octobre, absolument. Et en fait, on dit aujourd'hui, parce que c'est un de nos nouveaux métiers, nous sommes organisateurs d'événements. Donc nous organisons Château en Fête au printemps et Bastide en Fête donc pour la 2e année. En fait, on ouvre la saison touristique désormais depuis 5 ans avec Château en Fête qui a lieu fin avril, début mai, pour lancer la saison touristique. On clôture la saison touristique fin octobre avec Bastide en Fête et on dira les grandes leçons de cette saison avec des indicateurs factuels à la fin effectivement du mois d'octobre, même si après se lance la période des marchés au gras, des marchés aux truffes, et c'est encore une nouvelle opportunité d'aller chercher des clientèles internationales, des clientèles de proximité. Donc voilà, il y a du tourisme toute l'année, c'est la force de la Dordogne. Donc on fera un bilan, si vous voulez bien, début janvier, avec des éléments factuels et argumentés. Mais nous allons aller sur le CDTD. Nous sommes en milieu d'émission, nous allons aller sur le CDTD. J'ai une dernière petite question par rapport au contexte, à la conjoncture, à ce qui se passe actuellement. Comment on s'en sort par rapport aux autres ? Est-ce que les autres ont les mêmes... Est-ce que vous avez les résultats des autres départements, des concurrents ? Nous, on a une petite baisse de 4%, on est mieux qu'avant le Covid, en fait. Donc, finalement, en fait, ça va, tout va bien. Mais comment on s'en sort par rapport aux autres départements touristiques français, notamment ceux qui sont à l'océan ou Méditerranée ? Alors, hormis, effectivement, l'Île-de-France qui a bénéficié de la forte communication et de l'impact des Jeux Olympiques, notamment... Encore un an plus tard ? Encore un an plus tard. Le reste, effectivement, des territoires, globalement, est en baisse. Alors, effectivement, on a des variations, -2, -4, -5, mais toujours à la baisse. Donc, globalement, on n'est pas différent en termes de baisse de nuitée des autres territoires. La seule indication peut-être complémentaire intéressante qu'on pourrait donner, c'est qu'il semblerait, même à l'échelle du département de la Dordogne, que ce soit les grosses villes ou les gros villages qui est le plus baissé en termes de nuitée, alors qu'effectivement, de l'espace rural, la campagne a moins baissé en proportion de ce que les nuitées ont baissé sur les centres-villes, les grosses villes du département, notamment les villes les plus attractives, quoi. D'accord, donc en fait, conclusion cette année, ça va pas trop mal, mais on peut pas dire qu'on s'en sort mieux que les autres. Il y a une petite baisse nationale qui est générale. Elle est généralisée, tout à fait. Elle est généralisée, et grosso modo, tout le monde est au même tarif. Absolument. Et par contre, on peut remarquer un attrait des gens pour la tranquillité et le rural, et ne pas aller se mettre dans des centres trop urbains. Tout à fait, absolument. Avec effectivement des attentes de plus en plus fortes, effectivement, sur des territoires préservés authentiques. Oui, du bio, de l'artisanat, du local. Du slow tourisme, du bas carbone. Après, la complexité qu'il y a, effectivement, là, c'est des enjeux liés aux infrastructures, comme notamment la Flovélo, entre autres, qui est portée par les communautés de communes, le département et la région. C'est de pouvoir effectivement proposer des itinéraires, des infrastructures pour permettre la pratique de ces nouvelles activités en pleine explosion, que sont notamment le vélo. Et puis après, tout ce qui est tourisme bas carbone, avec effectivement l'accessibilité de la Dordogne en train, en TER,
itinéraire avec vélo et de pouvoir ensuite aller jusqu'au kilomètre zéro, c'est-à-dire de l'arrivée de la gare jusqu'à son point d'hébergement et après commencer une découverte du département en itinérance douce. Donc il y a les infrastructures pour répondre aux attentes effectivement de la clientèle et puis après il y a toute la structuration de l'offre en termes d'itinéraire, de séjour, de restauration, d'hébergement pour être effectivement en phase avec le niveau de service qu'ont ces clientèles aujourd'hui de plus en plus exigeantes parce qu'elles ont effectivement quasiment toutes une expérience et une capacité de comparer l'offre de la Dordogne avec d'autres territoires. Ah, mais nous avions un train à l'époque ou un petit métro, enfin, un tramway, pas un métro, non, une espèce de truc à vapeur là, qui allait entre Périgueux et Sarlat, si je me souviens bien. Ou aux Aisies, là, il y avait quelque chose. Alors ça ne me dit rien, c'était peut-être pas encore arrivé. Non, mais c'était il y a très longtemps. C'est possible. Mais nous avons des pistes cyclables magnifiques. Absolument, des pistes cyclables, notamment la Flo Vélo, de multiples infrastructures pour la pratique du vélo, notamment sur la vallée de l'Île, avec des atouts autour notamment de la gastronomie, le caviar de Neuvic, la trappe des Chourgnacs, qu'est-ce qu'on a encore? On a la Chanteracoise, donc on peut lier effectivement la pratique d'une activité telle que le vélo avec une découverte des filières d'excellence de la Dordogne qu'on vient de citer. Oui, il y a des lieux magnifiques qui se mettent en valeur très clairement. Alors, le CDTD, le Comité départemental de tourisme de la Dordogne. Moi, je vous ai trouvé à l'Office du tourisme. Je les ai téléphoné, ceux qui m'ont envoyé vers vous, etc. Après, j'ai fait marcher un peu l'agenda téléphonique et autres, mais qu'est-ce qu'exactement que le Comité départemental de tourisme de la Dordogne? M'expliquez, c'est une structure qui a 4 missions, vous me disiez? Alors le CDT donc est le bras armé du conseil départemental de la Dordogne, donc il est présidé par Sylvie Chevalier. Donc sa mission principale régalienne pour laquelle on le connaît, bien sûr, c'est le volet promotion communication. Mais avant tout, dans les 4 missions, on va retrouver l'ingénierie, l'observation, on en a en partie parlé, la capacité de partager effectivement et de collecter des données, des indicateurs que l'on partage avec le monde économique et politique départemental. Mais aussi on analyse aussi l'évolution des attentes des clientèles, l'évolution des marchés. On est aussi chargé du classement des meublés de tourisme. On s'occupe aussi et on est référent pour tous les labels qualité ou labels comme tourisme handicap, accueil vélo dont on vient de parler, qualité tourisme ou destination d'excellence. Donc on fait de l'ingénierie, de la professionnalisation, de la qualification de l'offre. Deuxième volet effectivement, c'est le volet promotion, marketing. À la fois en direction du grand public avec des grandes campagnes comme toutes les campagnes télé qu'on a déployées pendant toutes les années Covid et post-Covid, avec des campagnes télé sur France 2, France 3, France 5 pour séduire et capter de nouvelles clientèles. On accueille aussi tous les journalistes spécialisés tourisme, lifestyle, gastronomie et loisirs en partenariat avec Atout France et puis avec le comité régional. Et puis on accueille aussi des tours opérateurs, des agents de voyage dans le cadre d'un accompagnement à la commercialisation ou à la distribution de l'offre touristique de nos professionnels. L'événementiel, on l'a dit, avec Château en Fête, donc au printemps, avec une centaine de châteaux qui ouvrent leurs portes à l'occasion du lancement de la saison, Bastide en Fête. Et puis, on a un volet commercialisation, puisqu'on est aussi agence réceptive. On organise pour des associations, des CE, des autocaristes ou des associations, des séjours, des circuits, des congrès, Assemblée Générale, etc., comme un prestataire d'activité classique qu'on appelle réceptif. Et puis, on travaille aussi, on l'évoquait tout à l'heure en préambule de cette émission, sur la mise en réseau, puisque au-delà, effectivement, de la promotion, l'enjeu, c'est la capacité à mettre en réseau des acteurs, à structurer des filières. Et donc, on s'est lancé depuis 2 ans sur la création de clubs professionnels. Donc, le premier s'appelle le club Signature, qui réunit une vingtaine de grands sites touristiques du département, châteaux, grottes et jardins remarquables, qu'on accompagne dans la découverte ou la professionnalisation sur tout ce qui est lié au référencement naturel, commercial sur le réseau, sur l'internet, formation aux réseaux sociaux, formation à l'intelligence artificielle qui va révolutionner leur métier et nos métiers, la commercialisation, on conduit des campagnes marketing de conversion, campagnes digitales. On a produit aussi et lancé, je vous invite à aller voir donc une web-série qui s'appelle Les Joyaux du Périgord, qui est donc consultable sur notre chaîne YouTube, où on raconte l'histoire de ces grands sites touristiques en mode storytelling. Donc c'est une façon de mettre en scène, de créer des récits, de magnifier la beauté de nos sites, de nos paysages,
de nos grands sites avec des interviews, parce que derrière ces sites, effectivement, il y a des humains. Et ça permet aussi d'assurer, de rassurer nos hôtes et nos visiteurs sur ce côté très authentique et la sincérité, effectivement, qu'on retrouve dans les contacts et dans l'accueil clientèle. Et le deuxième club qu'on lance demain, qui est le club Excellence, le grand voyage émotionnel, va lui mettre en réseau des hébergeurs hôteliers 4-5 étoiles avec des représentants de toutes les grandes filières d'excellence gastronomique du département, l'IGP Foie Gras du Périgord, l'IVBD avec donc les vins de Bergerac de Duras, le château et la cave de Montbazillac, et puis toutes les filières autour du caviar, de la truffe, de la noix, de la fraise, avec un volet événementiel, puisqu'on a un partenariat avec l'Office du tourisme du Grand Périgueux, au travers notamment de l'écomusée de la truffe. Donc l'idée, voilà, c'est de créer des synergies, de développer des actions concertées avec ces opérateurs et de mutualiser des budgets pour être capable de peser en termes de communication et de conquête de clientèle sur les marchés et les marchés de niche que chaque filière travaille. D'accord. Alors, vous avez fait une brochure qui est magnifique pour les gens qui veulent analyser l'économie du département. Franchement, il y a matière. Ça me fait réaliser d'ailleurs que nous avons encore un potentiel d'expansion. Quand je regarde, parce que le Périgord noir, effectivement, fait 50-60% du chiffre d'attractivité. Le Périgord vert, est encore à développer, mais il y a plein de choses à développer, parce que l'immobilier est encore très accessible, parce qu'il y a encore des sites magnifiques. Nous avons la Venise de la Dordogne, qui est là-bas notamment. Donc, nous avons encore un potentiel de développement. Je veux dire, le tourisme, l'activité touristique de Dordogne n'est pas figée. Elle peut encore être augmentée. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que, avec tous vos indicateurs économiques, vous allez faire de l'événementiel. L'événementiel, ça vous permettra aussi d'être attractif et d'attirer des gens. C'est une façon, oui, l'événementiel, c'est une façon de changer notre façon de communiquer. Encore une fois, en étant non plus sur l'image, la notoriété, mais véritablement sur des offres de séjour de circuit. L'idée, c'est de donner des bonnes raisons de venir en Dordogne, pas simplement à travers de belles images ou de belles campagnes télé, en rappelant effectivement que le tourisme en Dordogne, c'est 900 millions d'euros de consommation touristique, donc c'est de loin la première économie touristique du département. La Dordogne, c'est 19 millions de nuitées annuelles sur la base donc, des données de 2024. C'est 6 millions d'arrivées touristiques, donc c'est une véritable économie. 900 millions d'euros de chiffre d'affaires de consommation. Et cette économie touristique, elle génère, et cette fréquentation génère un peu moins de 6 millions d'euros de taxes de séjour qui sert aussi donc à financer le fonctionnement des offices, certaines d'infrastructures dédiées à l'amélioration de l'accueil des opérateurs. Et qui fait vivre nos Périgourdins. Et qui fait vivre les Périgourdins, absolument, puisque c'est une véritable économie avec une surreprésentation effectivement du poids économique du tourisme, notamment sur Sarlat et le Périgord noir, puisque, comme vous le disiez, 60% des lits touristiques du département sont concentrés sur le Périgord noir et que la clé d'entrée de la touristicité d'un territoire, c'est avant tout sa capacité en lits touristiques. Oui. Donc oui, il y a du potentiel. On le voit sur Château en Fête, où plus de la moitié des châteaux qui participent à Château en Fête sont des châteaux qui sont dans le Périgord vert. Et parce que aussi, en termes d'hébergement, de surface, de qualité de service, de qualité d'environnement, il y a un vrai potentiel sur le Périgord blanc et sur le Périgord vert. Donc rien n'est figé, effectivement, à condition d'être en capacité, voilà, d'arriver à structurer l'offre, à la qualifier, à la faire monter en gamme. Développer l'aéroport de Périgueux, comme on a fait ce travail sur Bergerac, et continuer à faire des micro-sites et puis une dispersion en fait de l'offre touristique. Nous ne sommes pas des grands campings d'océan, nous sommes des petits lieux dispersés en milieu rural. C'est ça que les gens veulent. Ils veulent de l'authentique, ils veulent de la bonne nourriture, ils veulent des espaces pour les enfants où ils ne sont pas les uns sur les autres. Mais il y a encore tout un espace à prendre. Tout à fait, absolument. Il y a tout à réinventer, il y a tout à inventer et on n'est qu'au début de l'histoire. Christophe Gravier, merci beaucoup. Donc pour vous joindre, c'est dordogne-périgord-tourisme.fr. Vous avez effectivement des réseaux sociaux qui sont aussi une mine d'informations. Là, je vois, il y a le site internet, je viens de parler. Il y a le TikTok @Dordogne-Périgord. Il y a le LinkedIn Dordogne-Périgord Tourisme. L'Instagram, le Facebook. Bon, on vous trouve un peu partout. Et la chaîne YouTube
à ne pas oublier. Eh bien écoutez, rendez-vous en janvier pour le bilan annuel. Merci d'être venu et puis à tout le monde, au revoir et à la semaine prochaine. Merci de l'invitation, avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.